intitulé ma présentation pratique en ligne pour l'enseignement du FLE, en ligne, et ça m'a inspiré de organiser mon plan autour de 2 points. D'abord, en gros, qu'est-ce qu'on a appris de cette pandémie? Alors, dans ce cas-là, j'ai choisi aujourd'hui de retenir les points positifs. D'accord? Pour qu'on puisse s'appuyer sur les compétences et les leçons apprises pendant cette période et pour qu'on puisse justement aller plus loin pour l'après-Covid, on espère. Donc, pour ça, je vais faire un panorama autour de ce qui a été acquis pendant cette période et les vertus surtout. Donc, je vais vraiment mettre le focus sur les points positifs. Et ensuite, je vais vous présenter un certain nombre de scénarios pédagogiques pour pouvoir aller plus loin dans votre pratique. Alors, compétences acquises et leçons apprises, je me suis appuyée sur un questionnaire récemment diffusé par le Centre européen pour les langues modernes du Conseil de l'Europe, qui a diffusé un questionnaire à 1735 enseignants dans le monde pour leur demander leur ressenti par rapport à cette pandémie. Et c'est un questionnaire qui visait aussi à montrer l'expérience que les enseignants ont vécue pendant cette période de crise. Donc, il y a eu du positif et du négatif, mais je me suis concentrée sur les aspects uniquement positifs en les comparant avec quelques aspects que j'ai pu moi-même voir pendant cette période, car j'ai eu la chance et l'occasion de former des centaines d'enseignants pendant cette période-là. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette période-là d'un point de vue de compétences? D'abord, on va voir que les enseignants, en tout cas, c'était leur premier ressenti, ils parlaient de cette acquisition de nouvelles techniques d'enseignement des langues au sein des classes virtuelles, en synchrone ou en asynchrone. Donc, il parlait de cette montée en compétences de gestion de classe synchrone, de pouvoir justement comment répartir la parole, comment pouvoir partager son écran pour pouvoir faire une note collaborative avec les apprenants. Donc, ça a été, je vais venir avec des exemples très concrets tout de suite, mais bien évidemment, ils ont mis en avant aussi la montée en compétences numériques, cette prise en main et cette manipulation d'outils de collaboration, d'édition et de diffusion. Ça a été une excellente opportunité pour que les enseignants soient en situation d'immersion à l'intérieur du numérique pour pouvoir monter en compétences et prendre en main une variété d'outils. Alors, certains évoquent cette initiation à l'ingénierie pédagogique. Bon, je pense que c'est un métier à part, mais on a pu voir une montée en compétences sur l'ingénierie pédagogique d'urgence, certes. On a vu que tous les enseignants ils ont pu se poser les questions, quels sont les éléments clés d'un cours en ligne, comment dois-je organiser ce cours à distance, quelles sont les stratégies pédagogiques à mettre en place, comment je peux élaborer des évaluations à distance. Donc, toutes ces questions-là étaient une excellente occasion de réfléchir sur l'analyse de leur situation, sur le design de leur cours, sur le découpage, sur la médiatisation. Eh bien, ça, c'est des premiers éléments pour l'ingénierie pédagogique. L'adaptation aux différentes modalités d'enseignement, vous allez voir que nous avons pu expérimenter une variété de modalités, au moins 3 en ligne, entièrement en ligne, en hybride ou en comodal. Donc, ça a été aussi l'occasion de pouvoir adapter son enseignement à ces différentes modalités et diversifier les supports et les activités pédagogiques. Effectivement, quand on voit que la plus-value du numérique, c'est de pouvoir mettre à disposition des apprenants une variété de supports, à la fois audio, vidéo, images, animation, texte, cette variété peut vraiment montrer la plus-value ou la valeur ajoutée du numérique.
L'intégration au sein d'une communauté de pratique a été un point aussi intéressant quand on a vu que pendant cette période, il y a eu un esprit de solidarité exceptionnel où les enseignants ont pu justement créer des groupes d'aide, de groupes de conseil ou des groupes de partage. Donc, bien évidemment, on sait que la communauté la plus construite, c'est la communauté de l'IF Prof. Donc, on a pu justement intégrer ces communautés-là pour pouvoir suivre des webinaires, pour s'auto-former, pour partager ses idées sur un forum et puis partager peut-être des tutoriels, des boîtes à outils. Ça a été vraiment un moment exceptionnel de solidarité entre les enseignants. Et cela a amené à enrichir le rôle de l'enseignant, puisqu'on a pu voir que les enseignants peuvent créer des ressources, peuvent médiatiser, animer, tutorer, accompagner et parfois même donner des conseils pour soutenir l'apprenant dans son enseignement. Alors, on va voir que l'apprenant aussi, c'est un premier ressenti. Hein. Je pense qu'il faut vraiment une étude scientifique un peu plus élaborée pour pouvoir corroborer avec ces données, mais c'est vrai qu'il parle d'une montée en compétences de l'apprenant en termes d'autonomie. Hein, en termes d'autonomie, il a pu prendre en charge quelques aspects de son travail, de son apprentissage. Il a pu s'intégrer également dans des environnements numériques et les enseignants ont essayé d'accompagner les apprenants pendant cette période-là. Alors, sans vouloir banaliser les défis que nous avons rencontrés pendant la pandémie, à savoir le décrochage des apprenants, cette difficulté d'organiser des évaluations. J'ai vu même un enseignant dans ce questionnaire qui dit ben oui, moi j'ai remplacé ma fille pendant une évaluation et j'ai répondu à sa place parce qu'il y avait trop de surcharge de contenu. Donc, je ne suis pas en train de banaliser les problèmes techniques, je ne suis pas en train de banaliser le vécu des enseignants, mais comme c'est un moment de fête, on va parler que du positif. Donc, effectivement, il parle de ce travail collaboratif aussi, ces compétences numériques que les apprenants ont pu acquérir et qui sont très demandées sur le marché du travail. Ça veut dire c'est une expérience qu'ils vont réinvestir aussi pour le marché du travail. Alors, on a pu aussi assister à une co-construction de savoir. On pouvait s'appuyer sur un ou deux apprenants pendant le cours pour pouvoir gérer le chat ou communiquer une ressource ou régler un problème technique. C'était aussi un moment où les apprenants nous épaulaient pour pouvoir aussi trouver des documents intéressants, partager avec leurs collègues des éléments intéressants. Alors, pour l'institution, même si ce n'est pas fait, on espère que ça va se faire. J'espère que les institutions ont maintenant pris en compte cet équipement, cette infrastructure informatique importante pour dispenser un enseignement en ligne. En tout cas, la plus grande majorité des institutions ont pu mettre l'accent sur l'équipement et sur l'accompagnement pédagogique et technique des enseignants. Je sais que ce n'est pas partout, mais j'ai entendu régulièrement qu'il y avait des rencontres de mutualisation des pratiques, de partage de nouvelles expériences, des cafés virtuels, des moments entre enseignants pour pouvoir les conseiller, pour pouvoir les monter, enfin les former même pendant 20 minutes sur une nouvelle appli ou un outil, ou comment on peut travailler le feedback en ligne, comment on peut gérer l'évaluation en ligne. Donc, ça a été des points pédagogiques et techniques qui ont été abordés. La rémunération des heures de tutorat asynchrone aussi, qui est un point toujours abandonné et pas très bien pris en compte par les institutions. Et cette atteinte à un public lointain géographiquement a été aussi abordée à plusieurs reprises par les enseignants et les institutions qui ont vécu cette période. Donc voilà, quelques éléments qui ont montré qu'on a pu, pendant cette période, voir de près le potentiel du numérique et voir sa richesse en termes de ressources, de modalités, d'activités, d'outils, de scénarios, des dispositifs. Ça a été quand même un moment où les enseignants étaient en vraie immersion. Alors, en termes de modalités, je vais prendre quelques éléments de ce schéma. D'abord, les modalités
on a vu que ça dépendrait du type de confinement. Si on était en confinement total, eh bien, on passait à un enseignement entièrement en ligne. Si c'était un confinement partiel, eh bien, on optait pour un cours hybride ou un cours commodal. Donc, ça a permis de varier l'offre de formation en langue et ça a permis de donner aussi des nouveaux modes de communication et d'enseignement qui étaient intéressants. Alors, beaucoup d'enseignants confondent quand même un peu encore l'hybride et le commodal. C'est pour cela que je vous ai mis dans la boîte à outils des guides et une vidéo aussi qui distingue parfaitement ce type de cours hybride qui va se travailler avec un mode en présentiel et un mode en distanciel séparément, alors que le commodal, les deux modes sont travaillés d'une manière simultanée. Pendant cette période, on a vu que même si c'est, quoi qu'on propose, que ce soit une formation en ligne ou en présentiel ou en commodal ou en hybride, on a pu prendre en compte les ingrédients de base, comme il le dit Mongenot. Il y a des ingrédients de base d'une formation en ligne, les ressources, les outils, les activités et une chronologie. Je pense que les enseignants ont pu varier les types de ressources, car vous savez, en ligne, il y a des ressources authentiques qu'on peut didactiser, il y a des ressources pédagogiques prêtes à l'emploi, il y a des ressources métalinguistiques comme le traducteur en ligne, il y a des ressources que nous-mêmes on peut créer et ça a été une bonne opportunité des enseignants de mettre la main pour pouvoir prendre en main quelques outils et quelques applications. Et puis il y a des activités qu'on peut modifier, qu'on peut se l'approprier, qui sont faites par d'autres personnes. Alors, ces outils, ces applications sont très nombreux. Hein. On avait déjà eu l'occasion de les distinguer, outils de communication, de collaboration, d'édition, de diffusion. Et je suis très contente parce que maintenant, à chaque fois que je vois les enseignants, je commence par ça. Quels sont les outils que vous connaissez maintenant ? Pour qu'on passe à autre chose, car ça a été quand même un point très important avant le Covid, c'était un point très important. Nous souhaitons avoir une formation sur les outils. Maintenant, je pense que la plus grande majorité des enseignants maîtrisent au moins 2 ou 3 outils. Et là, vous voyez, c'était un nuage de mots fait avec des collègues pendant une formation. Bon, là, ils ont mis TV5, qui n'est pas du tout un outil, c'est une ressource pédagogique prête à l'emploi, mais ils ont mis en gros quelques outils qu'ils utilisent. Alors, bien évidemment, parfois, ils me disent on clique partout, alors qu'à chaque fois, je mettais l'accent sur une démarche bien identique pour tous les outils, à savoir, on ouvre un compte, on prend un template, un canevas vierge, et puis on le renseigne, on le sauvegarde et on le diffuse. Alors, ce qui a été aussi intéressant pendant cette période, et je viens d'évoquer la solidarité entre les enseignants, c'est qu'ils ont créé beaucoup d'activités qu'ils ont mis en libre accès pour les autres collègues et ils l'ont déposé en libre accès. Donc, c'est en libre de droit aussi. Hein. Dans toutes les applis, ils proposent une bibliothèque. Là, j'ai tapé passé composé et vous voyez la banque de ressources qui est dans la bibliothèque de chaque outil. Ce qui était très intéressant, on ne perd pas le temps de réinventer un caout, on le prend et on le travaille et on prend un qui est déjà fait par un autre collègue, on peut le modifier, on peut le retravailler, mais on n'a pas besoin de le monter de A à Z. Voilà, donc ça a été intéressant. Alors, il y a eu aussi un moment où, voilà, c'est une observation personnelle, celle-là. À chaque fois que je formais des enseignants, ils me disaient alors là, cet outil m'a inspiré ce travail collaboratif. J'ai pu entamer un scénario autour de la collaboration. Et moi, pendant ma formation, on m'a toujours formé que ce n'est pas l'outil qui va impacter le scénario, c'est bien l'inverse. L'outil, il viendra en appui au scénario. Mais j'ai fouillé quand même un peu et j'ai trouvé cette citation de deux chercheurs qui affirment que chaque outil garde nécessairement des spécificités qui vont impacter le scénario et les consignes et les activités pédagogiques. Donc, ça a été un moment aussi de tester
un certain nombre de méthodes d'enseignement et des approches pédagogiques, comme la classe inversée, les approches ludiques. On va voir quelques exemples immédiatement. Et ça a été un moment aussi de mettre l'apprenant au centre de l'enseignement, car à chaque fois, les enseignants se posaient les mêmes questions. Comment je peux dynamiser mon public? Comment je peux mettre plus d'interactivité? Comment je peux motiver les apprenants qui éteignent leur micro, leur webcam? Donc, ça a monté d'un vrai besoin de pouvoir travailler avec des pédagogies actives et avec des modalités différentes. Alors, ça a été aussi un moment d'enrichissement de techniques d'animation. Certainement, ça a impacté, comme je viens de le dire, pour pouvoir soutenir les apprenants qui rencontrent des difficultés, pouvoir les stimuler, pouvoir les impliquer davantage dans l'enseignement. Donc, tous les liens que vous voyez là seront dans la boîte à outils, ne vous inquiétez pas. Bon, alors maintenant, comment on peut s'appuyer sur ces atouts-là pour pouvoir aller plus loin? Il me semble intéressant quand même qu'on sort de cette idée de dire je sais manipuler Zoom, donc je sais faire un cours en ligne. On sait très bien qu'il y a énormément d'enseignants qui ont plaqué un peu l'enseignement présentiel en ligne sans une vraie scénarisation. Donc là, il me semble intéressant de vous donner quelques exemples qui vont peut-être vous inspirer pour pouvoir justement entamer des expériences avec vos collègues, vos apprenants et avec vos collègues aussi, en étroite collaboration avec d'autres collègues. Donc, voilà, je vais évoquer quelques exemples pour mettre en avant la nécessité du scénario pédagogique. Certes, les outils et les ressources et les activités sont intéressantes, mais ils doivent s'intégrer à l'intérieur d'un scénario cohérent où on va pouvoir organiser, structurer, hiérarchiser, agencer le contenu et pouvoir planifier le déroulement chronologique. Je vous donne des exemples concrets, mais je tiens à mettre cette citation d'une collègue, Elke Nissen, qui essaye de mettre en avant cette cohérence et l'importance que chaque élément doit prendre en compte les autres éléments. Donc, les approches didactiques avec les activités, leur principe d'enchaînement et le choix des outils qui viennent épauler le scénario pédagogique avec les ressources et l'articulation des activités. Alors, je vais évoquer avec vous 5 ou 6 expériences en ligne, 5 ou 6 scénarios, et à chaque fois, je vais pouvoir le définir, vous donner des exemples d'activités, et on va peut-être à la fin expérimenter des scénarios. Alors d'abord, la pratique la plus connue depuis des années, c'est la cyberquête, la mission virtuelle. Bien évidemment, elle date de bien avant, des années 70, mais elle reste intéressante, puisque c'est une activité en ligne où l'apprenant cherche des éléments d'information à partir des questions et d'indices. Donc, vous préparez, alors ça peut être complètement encadré par l'enseignant, c'est l'enseignant qui va fournir les documents, les liens, et qui va demander aux apprenants, par exemple, il va les mettre en 2 groupes pour pouvoir préparer un débat télévisé sur un sujet d'actualité, pro ou anti-vaccin Covid. Donc là, les apprenants, ils vont aller chercher des documents vidéo et audio en ligne et ils vont préparer des arguments pour pouvoir organiser ce débat télévisé où on va voir quelqu'un qui va dire « je suis contre » et là « je suis pour » et les arguments et qui peuvent peut-être les poster sur un outil comme Padlet, par exemple. On peut aussi travailler le scénario le plus classique, le voyage virtuel, la mobilité virtuelle. Ça peut se travailler à partir de liens, des sites authentiques, des monuments historiques, des musées, comment on peut monter un programme de visite de Paris, un programme touristique. Donc, voilà, ça c'est un scénario très classique. Je commence par le plus simple pour aller au plus compliqué. Donc, oui, j'ai donné quelques exemples d'outils pour vous donner quelques éléments pour mettre en place ce scénario. Alors, un deuxième scénario autour de la télécollaboration, c'est une pratique également ancienne, mais qui mérite quand même d'avoir une place dans votre enseignement, au moins pour l'expérimenter, pour le tester. C'est vrai qu'avant le Covid, les enseignants avaient une peur
des problèmes numériques. Ben, vous voyez, on a commencé par ce petit bémol 200, mais petit à petit, ils se sont sentis à l'aise et puis ils savent maintenant contourner en proposant un plan B. Par exemple, nous, on avait aussi un plan B et j'ai contacté la salle pour qu'on puisse s'appuyer sur notre plan B au cas où il y a un problème aujourd'hui. Voilà. Donc, la télécollaboration, elle va désigner l'utilisation d'outils de communication pour travailler ensemble entre deux groupes. On va mettre deux groupes éloignés géographiquement de classes et qui vont donc collaborer autour des thématiques comme par exemple présenter sa ville natale, sa région, ses loisirs, comparer de produits culturels et des coutumes, discuter des sujets d'actualité ou réaliser une production commune. Alors, la télécollaboration est très facilitée par les outils en ligne, car on peut bien évidemment leur donner accès à un forum pour qu'ils puissent discuter autour d'un mot ou bien une situation, comme l'exemple de Cultura. C'est l'exemple le plus connu dans cette télécollaboration, les échanges interculturels en ligne, où on va voir une classe qui apprend le français aux États-Unis, qui est mise en contact avec une classe qui apprend l'anglais en France. Et les deux vont pouvoir communiquer. Bien évidemment, le scénario est déjà préparé en amont entre les deux enseignants qui vont sélectionner un certain nombre de thèmes ou un certain nombre de mots, un certain nombre de situations pour faire réagir le public. Donc, l'exemple qui est très connu, bien évidemment, le mot individualisme. Qu'est-ce que individualisme veut dire pour un Américain? C'est une valeur très appréciée, c'est quelqu'un d'autonome, c'est quelqu'un qui est motivé, qui sait se prendre en main, qui est moderne, voilà. Et alors, individualisme pour les Français qui ont pu partager leurs ressentis avec leurs collègues américains. Et non, c'est une valeur pour nous individualistes en France. C'est quelqu'un d'égoïste, de méchant. Ils sont même allés à dire que c'est un raciste. Donc, on voit vraiment qu'il y a une grande différence. Et là, ça permet de travailler les aspects interculturels facilement. Donc, effectivement, et ça peut travailler le travail interculturel, la langue, à l'écrit et à l'oral. Et ça permet aussi de travailler, alors je l'ai peut-être dit ici, les compétences numériques. Bon, là, ils ont aussi travaillé sur une situation. Vous voyez une mère dans un supermarché donner une gifle à son enfant, comment vous allez réagir? Eh bien, le public américain qui dit bon, je suis choqué, je peux peut-être appeler 911, alors que les Français, je ne dis rien, je ne dis rien, je ne dis rien, ça ne me concerne pas. On voit bien les réactions différentes de deux publics. Et le site Cultura est toujours à jour jusqu'en 2020. Je vous ai mis ça dans la boîte à outils parce que vous pouvez accéder à des situations, des mots et des mots et des situations qui ont été abordés dans l'archive de Cultura. Donc, c'est un site encore très inspirant et il propose pas mal de situations. Alors, il y a une plateforme de télécollaboration pour pouvoir trouver des partenaires ou des exemples de projets. C'est Unique Collaboration. Alors, je vous ai mis aussi le lien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des vrais scénarios à l'intérieur de cette plateforme. Donc, je vous invite d'aller le voir. Sachez qu'on travaille la télécollaboration pas uniquement avec des adultes, on travaille aussi avec les enfants. Ce site, il est dédié aux enfants de primaire. Donc, qui m'a été proposé par une collègue au CLA qui propose des programmes aux enfants de classe primaire pour pouvoir échanger avec des élèves ou des écoliers de leur âge vivant dans d'autres régions. Et bien évidemment, le site le plus phare, c'est le site eTwinning, où vous allez pouvoir entrer en contact pour mener de projets avec des participants de 43 pays. Et là, ils vous mettent en contact avec des classes. Et à l'intérieur de eTwinning, il y a des scénarios et des exemples de projets pour les langues vivantes très intéressantes aussi. Donc, je vous recommande fortement ce site. Alors, un troisième scénario maintenant. Je prends une seconde.
on a vu donc la cyberquête, la télécollaboration, et là, on va voir le fanfiction. Alors, le fanfiction, c'est un mot qui est entré dans le dictionnaire français il y a très peu de temps, mais c'est un mot considéré comme maintenant un mot français. Alors, il s'agit de la rédaction des textes de dialogue sur un personnage ou une série dont les personnes sont fans. Donc, c'est un groupe de fans qui, par exemple, si vos apprenants ils sont fans de l'histoire du Petit Prince ou de Harry Potter, eh bien, ils vont pouvoir peut-être soit réimaginer un chapitre, soit changer, en s'appuyant sur les personnages, hein, changer le dialogue, voilà, ils vont changer le texte. Donc, ils vont pouvoir travailler la compétence écrite. C'est vrai que les concepteurs ou ceux qui travaillent sur ce scénario mettent en avant la compréhension et l'expression écrite, alors que moi, j'ai trouvé quelques exemples pour l'oral. Mais bon, ça reste fiction, hein. Donc, ça peut aussi proposer la fiction d'une série télévisée qu'on peut parodier, par exemple. Voilà. Donc, l'exemple d'activité, c'est, vous voyez, Harry Potter qui porte le masque à l'occasion de cette pandémie. Donc, on peut inventer un début ou une fin. On peut écrire les épisodes de l'histoire ou du feuilleton, écrire une histoire à partir de personnages. Il suffit d'être vraiment fan de ce personnage-là pour pouvoir réinventer le travail. Donc, si vous êtes fan comme moi et la plus grande majorité des didacticiens des langues de Daniel Coste, je vous invite à réinventer le niveau seuil. Bon courage. Hein. Donc voilà, là c'est trop compliqué certainement. Alors c'est la fin d'un texte ou parodier les paroles d'une chanson ou d'un spot publicitaire. Donc là, ça sera l'occasion de travailler l'oral. Le Google Doc, la note collaborative, les forums oraux aussi peuvent travailler, ou bien les visioconférences tout simplement, peuvent travailler cette compétence. Alors, fanfiction, on a eu l'occasion d'avoir une grande spécialiste en mars lors d'une journée d'études organisée par le CLA qui est venue nous parler d'un projet qui s'appelle FanTales. Donc, il s'agit d'un groupe de professeurs qui ont pu, et des chercheurs qui ont pu concevoir un kit pédagogique et du matériel pédagogique développé pour cette pratique de fanfiction. Donc, je vous invite d'aller voir FanTales. Il y a pas mal de scénarios dedans qui peuvent vous inspirer. Mais il y a aussi des forums en dehors de l'enseignement. Hein. Il y a des forums où il y a des fans qui sont en train de parodier les paroles d'un Johnny Hallyday voilà, donc, ou réécrire Harry Potter. Donc, c'est une bonne pratique pour travailler l'écrit. Un quatrième scénario autour de l'interaction dans le Web 2.0, donc produire afin de publier dans le Web 2.0 accroît la volonté et la motivation des apprenants, d'après Christian Olivier et Puren, et d'après une collègue à nous aussi, Caroline Venaille, qui a travaillé sur cet aspect dans un article que je vous ai mis également dans la boîte à outils. Donc, on va pouvoir travailler la compréhension et l'interaction écrite avec des exemples d'activités où on est vraiment ancré dans la vie réelle. Comme vous savez, le cadre européen commun de référence pour les langues, l'approche actionnelle, met en avant cet acteur social. Donc, cette compétence d'être un acteur social qui interagisse dans des situations de vie réelle. Et bien, quand on est en immersion en ligne, on peut se trouver dans des situations de vie réelle également, et on peut même avoir une double authenticité, puisqu'on peut participer réellement à la construction d'un guide de voyage sur le site Wikitravel. On peut donner des conseils sur sa ville natale, sur le forum de voyage TripAdvisor. Donc, on va vraiment amener les apprenants à travailler sur des tâches réelles, comme devenir un reporter en ligne. Donc, l'apprenant, il va partager peut-être une information sur Wikinews ou bien une recette sur un marmiton. Donc, tous les sites maintenant nous donnent le stylet. Ils nous donnent le stylo pour pouvoir interagir, pour pouvoir modifier, ou bien peut-être vous pouvez aussi faire le scénario, écrivez une lettre au président de la République sur le site de l'Élysée. Il sera très content de les avoir. Donc voilà, on peut vraiment simuler des situations réelles pour travailler la compétence écrite
sur le web. Alors maintenant, on va arriver aux jeux en ligne. Donc, ça a été aussi un scénario qui a intéressé beaucoup les enseignants. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec des collègues vietnamiens sur l'agencement et la structuration d'une séquence ludique. Et pour cela, alors là, c'était vraiment basique, hein, parce qu'on ne peut pas créer nous-mêmes un jeu, ça prend beaucoup de temps. On s'est donc basé sur des matrices de jeux qui sont déjà conçues, comme vous savez. Des sites comme Learning Apps, comme WordWall, comme Nearpod, ils proposent des matrices de jeux. Il suffit juste de les renseigner avec le contenu et vous avez ce rendu de jeu, labyrinthe, voilà, il y a des jeux aussi de la roue qui tourne. On peut avoir des rendus intéressants. Donc, on a créé une série d'activités du A1 au B2 autour de ces jeux. Ça a été intéressant vraiment, hein. Le rendu est très intéressant. Je vous mettrai peut-être un exemple de ces scénarios-là, jusqu'à l'arrivée à travailler un vrai jeu en ligne, comme un escape game, un jeu d'évasion. Alors, ce jeu d'évasion est un jeu assez laborieux. C'est pour cela que c'est intéressant de l'essayer, peut-être de le tester une fois. Une collègue qui s'appelle Karine Alves a beaucoup travaillé sur ce scénario et je vous ai mis sa présentation avec la description du scénario. Celui-là est pour l'anglais, mais le scénario est rédigé en français et elle a mis tous les outils qu'elle a utilisés dans le cadre de son scénario. Mais je souhaite vraiment que vous testez vous-même un jeu comme un escape game en ligne et je vous invite donc d'inviter ou de jouer avec vos élèves. Hein. C'est un jeu qui va commencer le 27 novembre, qui est conçu par l'Institut français en Portugal, par les collègues Camille Campos et Sofiane Farhar. Ils m'ont donné cette autorisation de vous informer de ce jeu qui s'inscrit dans le cadre du novembre numérique. Donc, je vous ai mis le lien et je vous ai mis surtout le dossier pédagogique qui est très intéressant et qui montre le déroulement et l'enchaînement des activités pour travailler l'oral et l'écrit et même l'interaction. Donc, c'est intéressant quand même de se mettre dans ce jeu et de le tester pour voir quel est le rendu d'un jeu d'évasion. Voilà, donc j'espère que je ne suis pas allée trop vite, hein. J'ai écourté un peu ma présentation car on a eu beaucoup de retard. J'ai pu au moins aborder avec vous 5 scénarios, mais sachez qu'on va pouvoir aborder d'autres scénarios à l'occasion d'un événement qu'on lance aujourd'hui à l'occasion de la journée internationale. Les jeudis de l'innovation au CLA, c'est un rendez-vous tous les premiers jeudis du mois pour un moment d'échange et de partage autour d'une pratique innovante et d'un scénario créatif. Donc, nous allons effectivement à chaque fois proposer un nouveau scénario et mettre les outils et les exemples d'activités ou bien se focaliser sur une pratique intéressante. Alors, il suffit pour cela de télécharger une application de podcast qui s'appelle Clubhouse, un réseau social tout nouveau. Il suffit de le télécharger avec App Store sur votre téléphone pour pouvoir assister à ces jeudis de l'innovation et qu'on a l'occasion de discuter. On va aussi mettre des documents sur notre plateforme pédagogique et scientifique du CLA, c'est la plateforme Eureka. Donc, vous allez pouvoir retrouver le replay de ces moments-là. Je vous encourage de venir nombreux pendant le direct aussi. Voilà, merci infiniment pour votre patience d'abord et puis pour votre participation.